On poursuit cette émission spéciale avec Charles Tisser, Marie-Michel Limoges et Robert Lamontagne. On est à quelques minutes d'une première étape cruciale, le détachement du module de service. Là, les choses vont se mettre à s'accélérer, Charles Tisser. C'est crucial parce que le module de service est collé sur la capsule. Il fournit à la capsule oxygène, électricité, propulsion pendant toute la mission. Mais il faut qu'il se sépare parce qu'il est sur le bouclier thermique. Si la capsule rentre dans l'atmosphère avec son module de service, c'est le module de service qui va rentrer dans l'atmosphère d'abord. Et là, on n'a jamais vu ça. Je veux dire, il va y avoir des perturbations terribles. Le module de service va s'enflammer. Le bouclier thermique est juste derrière. Il pourrait être abîmé. La capsule pourrait perdre son orientation. Il ne faut pas que ça se passe. Il faut absolument que le module de service se sépare. Et dans l'histoire de l'espace, ça s'est toujours fait. Donc, on n'a pas ça s'est toujours bien passé. Ça s'est toujours bien passé. On n'a pas à être inquiet, mais c'est critique. Oui, puis ça se passe dans quelques minutes à peine, Robert, là, oui. là, à 19h30-43, à 19h33. Dans 3 minutes. Oui. Alors, donc, on sépare et ensuite, il va y avoir quelques manœuvres de correction de la capsule elle-même pour s'assurer qu'elle n'entrera pas en collision avec le module de service, parce que les deux tombent vers la Terre. Là. Ce sont deux roches qui tombent vers la Terre à très haute vitesse. On est déjà rendu à Mach 22 présentement, donc 22 fois la vitesse du son. Dans environ 15 ou 20 minutes, on va être à 32 fois la vitesse du son. Donc, ces deux objets arrivent en même temps. Même s'ils se séparent, il faut absolument que la cabine elle-même se déplace pour bien s'orienter face à la Terre et qu'elle n'ait pas le module de service dans sa trajectoire. Oui. Là, le module de service, lui, va se désintégrer, il va brûler dans la... J'ai une question candide. Là. Tout ça est contrôlé depuis Houston? Oui. Mais là, c'est pas mal la gravité qui fait le travail. À partir de la petite poussée que vous avez parlé, Robert, bien là, après ça, oui, c'est contrôlé à distance, mais c'est la gravité qui fait la majorité du travail. Oui, on a tout calculé ça d'avance. Donc, à partir du moment où la phase d'entrée dans l'atmosphère va commencer, 19h53, on sait exactement où ça se produit, on sait exactement où ils vont atterrir. C'est beau, hein, quand même, Charles Tisser. On peut s'émouvoir de ça, les avancées scientifiques. En quoi on a une meilleure possession de nos moyens scientifiques maintenant, qu'on retourne autour de la Lune, qu'on avait dans les années 60, là, au départ des missions Apollo? Est-ce qu'on a beaucoup avancé, Charles? Bien, ce qui change surtout, c'est les ordinateurs. On a des ordinateurs beaucoup plus puissants qu'ils avaient à l'époque. C'était le tout début de l'informatique. Quand même, hein? À l'époque, il y avait un ordinateur IBM grand comme le Studio, ici, là, qui faisait un travail qui était potable à l'époque. Et ils ont réduit ça en grande partie à la taille d'un grille-pain qu'ils ont mis dans la capsule Apollo. Ça a été le début de la miniaturisation qui a donné quoi en bout de ligne? Nos petits téléphones très miniaturisés, nos laptops très miniaturisés. Ça, c'est 10 000 fois plus puissant que ce qu'ils avaient à bord de la capsule. Alors, essentiellement, ce qui a changé, c'est surtout ça, c'est la capacité d'avoir comme outil des ordinateurs extrêmement puissants. Mais les lois de la physique, la mécanique orbitale, ce qu'a découvert Newton sur la gravitation, ça ne change pas, ça. Et d'ailleurs, toute cette mission-là s'est faite sans vraiment coup d'accélérateur. Juste, ils ajustaient ici, ils ajustaient là. C'est juste la gravité qui a fait ça. Ils ont quitté la Terre avec une dernière impulsion. Finalement, ils ont été attirés par la Lune, ils ont fait le tour de la Lune, et ensuite, ils ont été attirés par la Terre, et là, ils tombent vers la Terre, tout simplement, sans donner un coup d'accélérateur. J'aime ça, Robert mime, hein, pendant que vous parlez. C'est comme on lance une balle, elle monte, elle ralentit, et elle redescend. Oui, on peut compter là-dessus. Ça devrait se passer dans à peu près 15 secondes, là, selon ce que la NASA nous dit. 19h33, 46 secondes. Donc, on est à 10 secondes de ce fameux détachement du module de service. On va regarder les images. Ça va être spectaculaire, on imagine. Marie-Michel, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne le récupère pas, mais c'est un vol test. Donc, il y a eu toute une session de prise de données aussi parce qu'on veut savoir comment il s'est comporté, mais il va être détruit dans quelques instants. Ah, voilà. Et voilà. Et voilà, ça se détache. Oui. And we have confirmation of crew module, service module separation. And a great view, albeit momentarily. Houston, good step on board. Ah, bravo. Houston copies and concurs. The European service module now separated from integrity, a job well done.
Wow. On peut cocher la Integrity, no première action étape. for the Ouais. 4 CDH cautions. Those are SM related, not applicable. Qu'est-ce qu'on voit? Il faudrait décrire ce qu'on est en train de voir. Ben, c'est des particules qui ont été émises au moment de la séparation, fort probablement. Ouais. Un peu de peinture, peut-être un peu de métal, de la poussière, mais des résidus peut-être de propulseurs, des choses Le comme ça. détachement, pour la séparation, il y a des petits explosifs, des boulons explosifs. Alors, ce sont les résidus de ces boulons là, qui flottent et qui suivent la capsule. Ouais. Donc, c'est polluant. Je sais que c'est une préoccupation de beaucoup de gens qui nous regardent quand même, Marie-Michel. C'est une opération qui est polluante tout du long quand même. Oui, en termes de débris spatiaux, cette mission-là l'est pas vraiment, l'est pas tant que ça, mais c'est une mission polluante puisque les fusées d'appoint dont vous parliez tout à l'heure, mais elles sont tombées directement dans le fond de l'océan avec aucune intention d'aller les récupérer. Donc, puis aussi le Pourquoi? carburant. Pourquoi on les récupère pas, Marie-Michel? C'est une bonne question. À l'époque de la navette spatiale, Oui. on les récupérait, on les réparait, puis on les relançait. C'est pour sauver du poids, c'est-à-dire qu'à l'époque de la navette spatiale, il y avait des parachutes à bord et ils revenaient avec les parachutes, ils tombaient délicatement dans l'océan, les bateaux venaient les chercher, on les reconditionnait puis on les relançait. Alors, ils ont voulu sauver le poids des parachutes. Alors, ils se sont dit, bon, ben, pas de parachute, et puis maintenant, ben, ça tombe au fond de l'océan. Et la pollution est très forte, surtout au décollage, avec la fumée. Là. Ouais. On voit une visualisation en temps réel de ce qui vient de se passer. Puis on est à quelques secondes d'une prochaine étape très cruciale, aussi à 19h37. On a un petit peu de retard sur le programme, je crois. L'allumage des moteurs pour l'orientation finale. Ça aussi, c'est une étape très cruciale, Robert. Oui, donc l'idée, c'est d'orienter correctement la capsule pour qu'elle ait le bon angle d'entrée dans l'atmosphère. C'est extrêmement précis. On a une marge de manœuvre de 1 degré à peine. La fenêtre d'entrée, l'angle d'attaque sur l'atmosphère, il faut atteindre une précision de 1 degré. C'est chirurgical. Ça l'est, oui, tout à fait. Encore une fois, on peut remercier Isaac Newton là-dessus. La physique est implacable. C'est fou quand même. Hein? Ça fait très, très longtemps qu'on a établi les codes avec lesquels on va travailler des dizaines et des dizaines d'années plus tard. C'est impressionnant quand même. Alors, la NASA confirme que l'orientation s'est faite, Charles. Un risque de moins. Ça, c'est formidable. Ouais. Donc, ils rentrent de la bonne façon avec le bouclier thermique en avant qui va les protéger contre cette chaleur absolument énorme, comparable à la moitié, encore une fois, de celle à la surface du Soleil. C'est incroyable de penser qu'ils ont ça à quelques centimètres d'eux et qu'à l'intérieur, finalement, ils se sentent bien, si tout va bien. Comment vous l'expliquez, ça, d'ailleurs? Comment on l'explique? Mais qu'ils soient si proches du Soleil, vous dites, et qu'ils se sentent bien à l'intérieur. En fait, la raison, c'est justement que le bouclier thermique fonctionne par ablation, par sublimation. Il y a une couche de half-coat, qui est le même produit qu'on utilisait à l'époque d'Apollo. Et ce qui se passe, c'est que quand elle se chauffe, cette couverture-là, elle brûle et ensuite elle se sublime dans l'atmosphère. Alors, elle répand la chaleur ailleurs que sur la capsule, ce qui, dans le fond, protège la capsule, la refroidit d'une certaine façon, si je puis dire. Et c'est le principe de l'ablation et de la sublimation qui protège justement l'intérieur de la capsule et qui permet à la capsule, à l'intérieur, d'avoir une température normale. Marie-Michel. Et la capsule se doit d'être extrêment bien isolée, extrêmement étanche. Forcément. Donc, parce qu'ils ont survécu au vide de l'espace, au froid, au chaud. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle il doit faire confortable dans la capsule. Ils auront leur scaphandre pressurisé, la visière fermée, avec l'air frais qui va circuler juste en cas. S'il y a une dépressurisation, ils sont dans ce scaphandre qui va les protéger et qui aurait pu les protéger pendant 6 jours s'il y avait eu une dépressurisation de la capsule pendant la mission. Oui. On attend l'allumage des moteurs. C'était prévu à 19h37. Il est 19h38-45. On le disait, c'est une autre étape. Oui. Bon, c'est à risque, cette étape-là, Charles, Robert? Pour l'allumage des moteurs pour l'orientation finale, Oui. Ben, oui, parce que, bien sûr, quand on passe au Vous n'êtes pas d'accord, Starliner... tous les deux? C'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont s'allumer. Oui. Ils vont s'allumer. Oui. Est-ce qu'ils vont fonctionner correctement? C'est une autre chose. Souvenez-vous du Starliner de Boeing, cette capsule qui a eu du mal à s'arrimer il y a quelques années à la Station spatiale internationale
parce que ses propulseurs d'orientation fonctionnaient pas bien. Imaginez si ça se passait avec cette capsule qui, elle, a été fabriquée par Lockheed Martin, pas par Boeing, c'est un détail quand même. Et puis, il faut que ça fonctionne parfaitement, on s'entend là. Mais jusqu'à maintenant, c'est ce que cette capsule-là a fait depuis le début. Chaque fois qu'on voulait naviguer, s'orienter, on a fait des essais même à la mitaine de la part des astronautes et la capsule s'est vraiment comportée parfaitement. Ouais. On voit des images de la tour de contrôle, de la salle de contrôle depuis Houston. On va regarder et écouter un peu. Alors, nous allons perdre la communication avec l'équipage. On s'y attend, étant donné qu'il y a du plasma, qui est un effet d'ionisation, étant donné la collision de l'aéronef avec l'atmosphère de la Terre. Alors, il va y avoir un bris de communication de 6 minutes qui va être à 18h53 et 50 secondes à l'heure centrale, 24 600 milles à l'heure, et en fonction de données non officielles, ce sera tout près du record de vélocité d'Apollo 10 de 24 791 milles à l'heure en 1969. On s'attend à beaucoup de chaleur sur l'aéronef à partir de 18h54-52 secondes. Alors, 1 minute 22 secondes après être entré dans l'interface terrestre, et ce sera 200 000 pieds de la Terre à une vitesse très importante. Les moteurs sont... Ça a fonctionné. L'allumage? Alors, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. L'allumage des moteurs, on ne l'a pas vu. On était en direct de la tour de contrôle à Houston. Je voyais dans le New York Times, d'ailleurs, autre moment d'émotion, ce matin, le New York Times reproduit la tour de contrôle avec une possibilité d'agrandir certaines images. Et vous faisiez référence à Challenger, qui a explosé en plein vol en 1986. On apprend qu'il y a des fleurs qui sont envoyées aux employés, aux scientifiques de la tour de contrôle par un couple de Houston pour souligner cet anniversaire. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Marie-Michel? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tour de contrôle? Les indications? En quoi c'est intéressant? On vient d'expliquer la perte des communications. On vient aussi d'expliquer qu'ils vont rentrer en très grande vitesse, mais ils vont à plus grande vitesse que la plupart des missions Apollo, sauf la mission Apollo 10. Donc, on ne va pas battre le record de vitesse. Ils n'auront pas le record. Quelle année, Apollo 10, Marie-Michel, de mémoire? Apollo 11, c'était 1969. Quand même, hein? Oui. Alors, c'est la mission qui a précédé Apollo 11 et ils sont allés à 50 000 pieds de la surface avec le LEM. Ils n'ont pas d'atterri. Ils sont remontés à la capsule et ils sont revenus sur Terre. Ils voulaient beaucoup atterrir, mais la NASA a dit non, c'est Apollo 11 qui va atterrir. Oui. Parlons de ce fameux programme Artemis 2. C'est une création du programme qui a été faite sous George W. Bush. Oui, Charles. C'est le programme Constellation. Le but, c'était justement de s'installer sur la Lune pour apprendre à vivre dans un milieu extrêmement hostile, dans le but d'aller vers la planète Mars éventuellement. Mais M. Obama, quand il est arrivé, après George W. Bush, il a annulé le programme. Toutefois, le Congrès, qui est très, très, très jaloux de pouvoir financer, évidemment, des projets importants de la NASA, parce que ça fait vivre beaucoup d'industries à travers les États-Unis, ils ont réussi à sauver la capsule Orion. Dès, au fond, l'administration de M. Obama. Et la capsule qu'on voit aujourd'hui, c'est l'héritière de cet effort-là. Quand M. Trump est revenu dans son premier mandat, il a relancé encore une fois la reconquête de la Lune. Et donc, le programme qu'on connaît maintenant a redémarré et M. Biden, lui, l'a continué. Donc, ça fait quand même plus de 8 ans maintenant que le programme a une certaine logique de progression, mais les lancements étaient très, très loin les uns des autres. Artemis 1, c'était il y a 3 ans. Sans astronautes. Sans astronautes. Oui. Et Artemis 2, maintenant, 3 ans plus tard, a eu des problèmes, plusieurs problèmes, un peu les mêmes problèmes qu'avait eu Artemis 1 sur le pas de tir. Alors, pour régler ça, ils se sont dit,
dit, bon, on va accélérer les lancements pour que, justement, les gens n'oublient pas les corrections qu'ils ont apportées à la fusée entre les lancements pour qu'ils puissent vérifier si la correction qu'ils ont apportée fonctionne bien. Et ça a donné le nouveau programme qui fait que l'année prochaine, ça va être Artemis 3, non pas autour de la Lune, ni pour atterrir, parce que les atterrisseurs ne sont pas prêts, mais plutôt pour se pratiquer autour de la Lune, à faire des rendez-vous, justement. Pardon, merci. Autour de la Terre. Pour faire des orbites autour de la Terre, pour s'habituer et pratiquer, justement, les manœuvres de rendez-vous. Oui, on continue de voir de magnifiques images en direct. Je vous rappelle qu'on attend la rentrée dans l'atmosphère qui devrait se faire autour de 19h53 minutes. 8 minutes. Oui, à peu près. Continuons de parler d'Artemis. Depuis 2012, donc, sous Barack Obama, c'est 93 milliards de dollars, Marie-Michel, qui ont été dépensés. C'est beaucoup d'argent. Il y a des gens qui nous regardent ce soir qui pourraient se dire on pourrait consacrer cet argent-là. C'est trivial, mais les questions se posent quand même. À mettre une fin à la pauvreté dans le monde, aux problèmes d'itinérance, augmentation de 20 on l'a su plus tôt cette semaine grâce à des nouvelles études au Québec qui viennent paraître. On pourrait mieux éduquer les enfants, par exemple. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? 93 milliards de dollars d'investis. Et ça continue sous Trump. Trump a coupé le budget de la NASA, mais il a maintenu le budget d'Artemis. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête dans votre question. Vaste. Vous savez, l'exploration spatiale, c'est aussi beaucoup politique. Alors, la Lune, on va y aller. Oui, c'est pas parce qu'on regarde en haut qu'on ne sait pas ce qui se passe sur la Terre, on s'en rend compte. C'est vrai que les gens souffrent, les gens ont besoin d'aide, mais on va aller à la Lune. Pourquoi on est obsédé par la Lune autant? Là, il y a la Chine qui va y aller. Oui. Donc, si c'est pas la NASA qui s'y rend, c'est la Chine. Alors, dans une conférence de presse, l'ancien administrateur de la NASA avait dit « Pas question qu'on aille sur une lune rouge ». Et il avait dit comme ça. Donc, c'est politique. Ils vont y aller. Donc, est-ce que la NASA veut rester un leader ou veut suivre? Donc, c'est ça la question. Et, les conséquences de ça, il y a beaucoup de retombées technologiques et scientifiques sur Terre qui peuvent bénéficier aussi dans notre vie de tous les jours. On a parlé de la miniaturisation. Oui. Moi, mon exemple favori, c'est le système de recyclage de l'eau dans la Station spatiale internationale. Et le café d'aujourd'hui est le café de demain dans la Station spatiale. Donc, le système de recyclage de l'eau, c'est le meilleur au monde. Mais ça, c'est bénéfique après sur Terre pour bien filtrer l'eau dans les régions qui n'en ont pas beaucoup. La télémédecine qu'on a pratiquée dans l'espace peut être utile pour suivre une personne âgée à distance dans une région où elle n'aurait pas accès à des médecins. Il y en a des centaines de retombées. Donc, pour vrai, il n'y a rien qui ne sert à rien jamais, mais c'est vrai que ça peut être choquant quand même de voir ces sommes investies alors qu'il y a des gens qui en auraient besoin. Il n'y a pas de bonne réponse, mais ça se fait. Donc, on embarque dans le train ou on laisse filer. Oui, c'est géopolitique d'aller sur la Lune aussi, Robert. Oui, tout à fait. Et je voudrais quand même mettre les choses en perspective. On parle de milliards de dollars. Oui. Le budget de la NASA, annuellement, c'est environ 0,5% du PIB américain. Évidemment, ça se mesure en dizaines de milliards de dollars, le PIB américain. Et le projet Artemis, on parle de 93 milliards, c'est réparti sur près de 20 ans. En fait, une bonne 14 années. 2012 à 2026. On parle de plus de 100 000 personnes qui contribuent à ça. Donc, la vaste majorité de cet argent est consacrée à payer des salaires, du personnel technique, au personnel de bureau, aux ingénieurs. C'est entre 75 et 80 ce sont des salaires. Des gens qui vont au restaurant, qui achètent des maisons, qui, n'est-ce pas, on fait rouler l'économie. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. C'est clair qu'on pourrait utiliser tout cet argent et le mettre dans la construction d'hôpitaux ou lutter contre la pauvreté, mais ça demeure un choix politique et c'est une petite somme face à l'ensemble du budget qui est réparti sur de longues périodes de temps. On ne parle pas ici de 93 milliards de petits boulons et de petits circuits. Oui, c'est 4-5 milliards par mission environ. Et ça inclut, évidemment, des salaires de gens. Là. Oui. Il est question de la Lune, là. C'est de ça dont on a parlé au cours des derniers jours. Pourquoi on est obsédé par aller sur la Lune de nouveau alors qu'on le fait dans les années 60? Qu'est-ce qui motive Trump, par exemple, à garder le budget d'Artemis bien en santé? Mais, Charles? Comme l'a dit Marie-Michel, c'est sûr que cette compétition avec la Chine compte beaucoup. Le droit international public dit clairement que la Lune appartient à personne. Mais
Le premier pays qui va s'installer près des ressources d'eau gelées dans ces cratères, toujours dans l'obscurité au pôle sud de la Lune, où il y a de l'eau, beaucoup d'eau, pour avoir de l'oxygène, pour avoir de l'hydrogène pour les fusées, pour avoir de l'eau à boire, etc. Les premiers qui vont s'installer là et qui vont mettre une clôture pour dire « ne rentrez pas, c'est à nous », c'est problématique, parce qu'en droit international public aussi, l'occupation du territoire est une des assises de la souveraineté sur un lieu. Alors, les Américains savent ça et les Chinois savent ça. Alors, ils veulent avoir le meilleur endroit et ils ne veulent pas se faire dire « t'as pas le droit d'y aller ». Donc, les deux sont en compétition. C'est évidemment actuellement la raison pour laquelle, 53 ans plus tard, il y a cet effort massif-là. Et puis, il ne faut pas se leurrer, ça fait travailler de nombreuses industries à travers les États-Unis. Il y a une manne financière qui retombe aussi. Mais oui, alors il y a dans le discours, justement, du complexe militaro-industriel américain, il y a le fait de dire, attention, la Chine là, va être là avant nous, il faut qu'on y aille aussi. Oui, Marie-Michel y faisait référence. Ben oui, alors tout ça joue. Il faut savoir que la fusée SLS a des usines qui travaillent pour sa construction et son entretien dans chacun des États des États-Unis. Et c'est construit comme ça. Et la NASA l'a construite comme ça en se disant, on va avoir l'appui du Congrès si on a une fusée qui est construite partout à travers le pays. Il n'y a pas un sénateur qui veut perdre une usine de la SLS. Donc, elle est très, très appuyée. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de survivre, même quand M. Obama a décidé de demander à des entreprises privées, comme SpaceX par exemple, de construire des fusées et de construire des capsules, un programme qui a très bien réussi aussi par ailleurs. Oui, voilà. On assiste quand même à la privatisation, Marie-Michel, de la conquête de l'espace en raison de la présence, vous l'avez nommé, SpaceX, ça c'est Elon Musk, Blue Origin, c'est Jeff Bezos. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? On va poser la question à un politologue plus tard au cours de l'émission, mais parlons-en, parce qu'ils sont présents, là, déjà. Oui, la NASA fait appel à des compagnies privées. Justement, ça permet d'accélérer le développement des technologies. Ça permet d'investir de l'argent dans l'économie. Et Blue Origin et SpaceX ont eu chacun le même mandat de construire le véhicule qui va permettre d'allunir. Comme ça, on met deux compagnies en compétition. Ça veut dire que ça augmente les chances de tenir le calendrier. Et en même temps, on a j'appelle ça, je le traduis par redondance différente. Donc, on a la même technologie, mais faite de manière un peu différente. Si quelqu'un n'y arrive pas, l'autre va peut-être y arriver. Donc, on a ces deux vaisseaux-là qui devraient se construire par deux compagnies privées. Mais il y a aussi des rovers. On connaît Intuitive Machines qui a envoyé des atterrisseurs sur la Lune aussi, une compagnie privée. Donc, ça va commencer on va voir beaucoup de collaborations public-privé. Et donc, ces compagnies privées-là vont détenir la technologie pour être capables d'y aller. Voilà. Donc, c'est un pouvoir qu'on leur confère. Robert, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas nouveau que le privé est impliqué dans l'exploration spatiale. Boeing, Lockheed, ce sont des compagnies privées. La différence maintenant, depuis Obama avec SpaceX, Blue Origin... c'est Obama qui a mis ça en place. Ça commence avec lui. C'est-à-dire que ces compagnies ont développé leurs lanceurs, leur capacité à aller dans l'espace sans dépendre des fusées de la NASA. Et maintenant, on voit ce nouveau partenariat. Littéralement, SpaceX fait le taxi pour les astronautes de la NASA pour les amener à la Station spatiale internationale. SpaceX ou Blue Origin va fabriquer l'atterrisseur lunaire qu'on doit tester dans les prochains mois, on imagine. C'est pas sans visée géopolitique dans le cas d'Elon Musk. On connaît le personnage, il est extrêmement controversé, doit-on le rappeler. Même chose pour Jeff Bezos. Là. Voilà. Alors, dans une minute, dit la NASA, on va assister à la rentrée dans l'atmosphère. Ouais. Bon. Ça, c'est crucial. Mais oui, parce que c'est là que la température va augmenter, c'est là que les forces G vont être ressenties par les astronautes, c'est là que les communications vont être rompues pendant 6 minutes. On rentre dans la zone dangereuse maintenant, vraiment dangereuse. J'aime le ton dramatique qu'utilise Charles quand même. Ça met la table pour ce qu'on va vivre tous ensemble. Et pour juste vous donner une information, la vitesse de la capsule présentement est de 39 220 km à l'heure, 32 fois la vitesse du son. Ils sont maintenant à 254 km d'altitude au-dessus de nous. Que c'est impressionnant. Et là, ils entrent à peu près au niveau sud-est de l'île d'Hawaï.
au-dessus du Pacifique. Et ils vont franchir 3200 km ou 2300? Moi j'ai 200 000 milles. 2300. 2300 km pour arriver Dans un vieux jusqu'à système métrique. Los Angeles, San Diego. 2300 000, alors donc les kilomètres, tu avais raison. Oui. 3200 km pour arriver Oui. à peu près au niveau de la Californie. Les images sont magnifiques, bien sûr. Ça fait rêver, Charles. On est dans le rêve. On y revient quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de la capacité de se projeter. Ça, ça fait partie de l'expérience humaine. Oui, il y a une pulsion chez l'être humain de toujours aller plus loin, de toujours explorer, de toujours voir ce qu'il y a au-delà de la montagne devant nous, la forêt devant nous, l'océan devant nous. On a conquis toute la planète de cette façon-là. Ça se passe. On regarde. We're at 400,000 feet, traveling 34,800 feet per second. 34 000. Alors, c'est un moment critique parce qu'on sait que le Time to bouclier... splashdown, 13 minutes, 10 seconds. 13 minutes. Ils vont passer d'une vitesse folle à 25-30 km à l'heure en 13 minutes. Et ce qui est vraiment... Il y a une coche de préoccupation de plus en ce moment à cause du bouclier. Le And bouclier as thermique. predicted, we've entered our communications blackout. Et voilà. Voilà. Là, on est dans le black. On a- will be a Il n'y a plus de six-minute communication avec blackout les period. astronautes. Non, on est Jusqu'à No Jusqu'à- voice, no jusqu'à data la- from the crew. Ils sont dans la bulle de plasma, là. Et encore une fois, comme je le disais, comme nous le disions, We're le 30 bouclier seconds away thermique, from the anticipated point of peak heating on the vehicle, where temperatures will Avant que la chaleur monte au pic, une hausse de 4000 jusqu'à 4000 degrés Fahrenheit, c'est un test pour cette trajectoire. And from the G5 cette boule de feu. aircraft Les micros sont in the éteints. vicinity of the splashdown Ils nous font taire. On est supposé leur trouver là-dessus papier. une solution quand on parle trop. Integrity. On voit le véhicule alors qu'il entre dans la période de grande chaleur et ce sont les premières poussées de gravité et c'est le retour sur Terre depuis qu'ils ont quitté le 1er avril. Four and a half minutes until the end of the blackout period. 4 minutes et demie encore pour Time to splash down, la rupture 11 des minutes, communications. 33 seconds. L'amérissage dans 11 minutes 33 secondes. Alors, Charles, c'est un moment de tension. On est dans le blackout. Il n'y a pas de communication avec les astronautes. On attend le moment où ils vont communiquer avec la Terre, puis on espère que tout va bien se passer. Parce que là, il y a des risques pour leur santé à eux aussi. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de préoccupation supplémentaire parce que le bouclier thermique, et la NASA l'a avoué, là, a des fautes, est imparfait. C'est pas celui qu'ils auraient aimé avoir pour cette mission. Celui-là, il va être sur la prochaine mission. Mais ils ont tout calculé, tout vérifié, et ils estiment que le... Reports that the P3 has acquisition on integrity. On se tait Ah, parce c'est ça. qu'on voit qu'il y a des informations importantes qui se... Ils la voient, là. Ils Oui, voient ils la la capsule. voient. 3.5 minutes left in this blackout Voilà. period Voilà. This is Ben, a ça, c'est une visualization simulation, là. of the plasma buildup around the spacecraft and the repelling of that heat on C'est integrity en heat effet une shield. simulation. Oui, c'est ça. Ils sont à environ 60 km d'altitude. Ils ont fait un premier rebond sur l'atmosphère pour permettre au bouclier de refroidir un peu. Mais si je peux me permettre, Allez-y, Robert, Charles. ils ne font pas de rebond dans ce retour. Oui, léger. C'est Léger, c'est un léger, loft, léger. autrement Ouais, dit. c'est ça, c'est pas un rebond, mais c'est... Oui. Comment OK, on appelle ça, Je comprends alors? ce que tu veux dire. Ils sortent pas de l'atmosphère, ils sont Non, toujours non. dans l'atmosphère. Ils font une légère remontée, un loft comme un palier, et ensuite ils vont replonger. Qu'on comprenne bien, c'est une simulation Ça, ici, de c'est- l'expérience telle qu'elle se passe. Oui, ça, c'est Oui. une animation là, de ce qui se passe. Oui. Là, il y a les... Et pendant cette phase, Oui. le vaisseau oscille un peu. Et ça permet d'évacuer le surplus de chaleur. Donc, il oscille légèrement. Et il y a des hélicoptères militaires qui surveillent, puis dès qu'ils vont avoir des images, j'imagine qu'ils vont nous les relayer, mais ils devraient être les premiers à pouvoir envoyer Filmer des images de la réalité. capsule. Ouais, Oui. on les surveille à La partir NASA des dit airs. que tout ça se passe sous une météo idéale. Oui. L'amérissage va se passer à San Diego, San Diego. au large de San Diego, 21 degrés sous le soleil.
Il avait l'air de vanter un peu quand Il même. vente, c'est mais venteux. Christian avait vérifié. Est-ce que c'était c'est quand même sous dangereux, les ça, normes. qui vente? Oui, il y a une limite sur la vitesse des vents, une limite sur la hauteur des vagues aussi, Ouais. mais tout était sous les critères de sécurité. Donc, on devrait pouvoir atterrir. Il y a même des critères sur la température de l'eau et tout était parfait. Donc, d'ici 9 minutes, il devrait avoir touché cet océan. Oui, Agité ou pas, là, ça se fait. Là. Oui. L'amérissage est prévu initialement à 20h07. Oui. Charles? Oui. Oui. Et c'est incontournable. Si tout va bien, c'est ce qui va se produire à quelques secondes près. Exact. On Il y a eu un peu de s'attend à retard ça. hein, sur le programme, à gauche, à droite, mais... Ce qui est normal, oui. Oui, parce que, c'est normal. Oui, parce que d'abord, l'atmosphère, c'est un peu chaotique. Alors, on ne peut pas prédire exactement le nombre de secondes que ça va prendre, mais on est dans les paramètres. Si tout se passe bien, on est dans les paramètres. Et le bouclier, encore une fois, a été testé en soufflerie. Ils ont testé en laboratoire. Ils ont fait des modélisations. Ça a duré 2 ans. Un comité d'experts indépendants a appuyé les experts de la NASA. Ils sont arrivés à la conclusion qu'en modifiant la trajectoire, comme nous le mentionnions tout à l'heure avec Robert, en rentrant dans l'atmosphère, plutôt que de faire un double rebond, ce qu'on avait fait pour Artemis 1, Oui. on avait fait un double rebond. Là, on rentre directement, on fait le palier dont a parlé Robert et on redescend encore en profondeur. Cette trajectoire-là a été imaginée pour protéger les astronautes. Il faut vraiment qu'ils rentrent exactement dans ce couloir-là et qu'ils fassent exactement ce qu'ils doivent faire. Et en ce moment, c'est ce qui, on l'espère, est en train de se passer. Voilà. Charles, on prévoit We are now la fin processing du data from blackout. Integrity. Ah, ils reçoivent des données. Et voilà. De la télémétrie. Et on devrait entendre les astronautes. Ça, c'est bientôt. important, ça. Landing and support officer reports the small boats are en route to the splashdown Les target zone. petits navires sont en destination de la zone d'amérissage. Alors là, on a repéré Passing through des images. 150,000 feet, Voilà. our trajectory is perfect. Alors, La notre trajectoire est parfaite. trajectoire est parfaite. Nous avons des vues intermittentes. Still waiting to D'Integrity. establish voice communication. Nous attendons encore le rétablissement des communications vocales. Integrity, Houston, Comcheck, post-blackout. Et Houston, les communications ont repris. On vous entend clairement. Votre Wow. trajectoire est alignée et nous avons nous vous voyons. Alors là, vous avez raté en direct les poignées de main que se sont fait Marie-Michel, cheers Robert from et the viewing Charles. room here Ça in se passe Mission bien, on est en Control. contact avec les C'est astronautes. extraordinaire, Voilà. ça. C'est le bouclier à tenue. Le bouclier à tenue. Oui! Vous aviez peur, Charles. Voilà. Là, on est en contact avec les astronautes. On les a trouvés. Donc, les étapes les plus cruciales, en tout cas la plupart d'entre elles, sont franchies, Robert. Il reste Oui, l'amérissage. il reste évidemment. l'amérissage, donc l'ouverture des Ouais. parachutes. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran, là, Robert? Là, Exactement. c'est la boule de feu. Là. On attend de freiner encore. Là, on n'a pas évidemment la télémétrie en direct, là, mais il faut freiner encore un peu, commencer à ouvrir les premiers parachutes qui vont servir à commencer à freiner. On est quand même encore à une altitude là, de l'ordre d'à peu près 15 km Au-dessus de la Terre. au-dessus de la Terre. Ça bouge beaucoup, hein, quand même. Le fait qu'on ait entendu l'équipage, Oui. c'est la clé parce que Columbia, souvenez-vous, ils ont attendu, Ouais, puis elle c'est n'est ça. plus jamais revenue la voix de l'équipage. Dans ce cas-ci, ça veut dire Integrity que... impact Et to là, on the les camera voit. controller fail On les is no cab one views of the chutes. Ça, c'est le petit point qu'on voit. Oui, Ceux qui tombent. il tombe. Et bientôt. On surveille les parachutes. Puis l'apothéose pour les We're astronautes. processing good data through the GPS system. A good view of Integrity. On va Time voir to les splash down parachutes se 4.5 déployer minutes. incessamment. Ça, c'est le moment de soulagement extrême pour les astronautes.
And a view of integrity from the WB-57. We're at 50,000 feet. 50 000 pieds. Presque l'altitude d'un avion de ligne. Charles, on a vu un mouvement. On la voit bien. Voilà. Donc, de parachutes à qui vont 6 000 s'ouvrir. pieds, 1800 On voit la km, capsule. les 3 parachutes devraient déployer. On voit la capsule sans The parachute, c'est pyros are armed for extraordinaire. forward bay cover jettison. Le couvercle va être éjecté. Là. Oui, le couvercle de la capsule doit s'éjecter pour que les parachutes puissent sortir. Et voilà. And there go the first series of parachutes. Et voici la première série de parachutes. And Houston, we're visual 2 drogues out the window. 2 good drogue chutes. Next up, Alors, on voit 2 parachutes. next up, the deployment of pilot parachutes that will pull the main chutes out. Ensuite, le déploiement Time to splash des down, parachutes 3 des minutes and 10 pilotes. seconds. 3 minutes 10 avant l'amérissage. Perfect descent rate according to flight dynamics. Descente parfaite en fonction des Alors, dynamiques Robert a dit, ça, c'est recherchées. comme au hockey quand le Canadien mène 6-0. Ça se passe bien, Robert. Ça va bien. Est-ce qu'on peut décrire, Marie-Michel, ce qu'on voit? Oui, on a vu les 2 premiers parachutes. Il va en avoir... Là, ça servait à les ralentir jusqu'à Oui. 320 km/h. Ensuite de ça, il y en a d'autres. Donc, ceux dont je parlais tout à l'heure, à 6 000 pieds, 1800 km, c'est les 3 parachutes oranges qui vont permettre de les emmener à leur vitesse d'amérissage de 25-30 km/h. Alors, c'est eux. Ah, voilà. Voilà, là, c'est les parachutes ouais. pilotes qui vont sortir des gros parachutes. Ensuite, les oranges. Et une fois qu'elle va toucher... là, il y a des espèces de ballons gonflables qui sortent sur le dessus de la capsule pour s'assurer qu'elle soit en bonne position. À quelle altitude on est, là, Charles, à peu près? Oh, ben, on est à quelques milliers de pieds, quelques... On était... L'ouverture de ces parachutes, là, ça s'est produit à 6 000 mètres. Donc... non, m'excuse, on est à 6 000 pieds. On est à peu près 1 kilomètre. à 2 000 mètres. Les parachutes principaux sont ouverts maintenant. Oui. Alors, tout va bien. C'est une question de secondes. Ouais. Donc, tout va bien. Ils vont sentir un impact, un peu comme... Integrity. Cabin les agents pressure décrivaient ça indicates no comme need for un hydrazine accident à check. basse vitesse, là. Un impact. Integrity copies. Doit-on rappeler qu'on a mairie au large de San Diego, dans le Pacifique, Charles? Oui, exact. Et il y a le navire qui est pas loin, qui attend. Time to splash down 1 minute 15 seconds. Dans 1 minute 15, on va amérir. Quelle décélération, hein? Quelques minutes, c'est Énorme. incroyable. Énorme. Et c'est l'atmosphère qui a surtout fait le travail. Hein? Les parachutes ouvrent Integrity quand le about to travail est complete fait. a on journey part. spanning 694,481 miles from its launch from the Kennedy Space Center back on April 1st, and a trip around the moon. On sent la fierté, hein, quand même. Ah, ben, puis le soulagement, vraiment, là, c'est extraordinaire. Et c'est la première fois que des astronautes amérissent depuis Apollo 17 en 1972. Les navettes atterrissaient en planant, volant. Mais là, c'est la première fois depuis 1972. Pourquoi qu'on a on est un revenu amérissage. à cette méthode qui a plus de 50 ans, quand même, Robert? Ça peut paraître étonnant, non? Dans ce cas-ci, c'est que la navette spatiale ne revenait pas à ces vitesses aussi grandes. Passing n'est-ce pas? through 1,000 feet. Dans ce cas-ci, il fallait vraiment... Dans 10 secondes, là. Qu'est-ce qu'on voit, Charles, autour, les flamèches? C'est peut-être des... Ben non, ça semble être... ouais, mais en fait, c'est dur à savoir. Non, je ne suis pas sûr de ce qu'on voit. C'est peut-être On un avance témoin dans l'inconnu, lumineux. tous ensemble. Avec Ouais. raison, Ah, voilà. c'est ce qu'on voit. Alors, les images sont plus représentatives de la réalité. Il y a des gaz qui sont Visuel. émis, évidemment, Oui. et donc ça peut être ça aussi. C'était qu'on a. probablement des images thermique. infrarouges. Oui, Et donc, c'est du gaz qui est ventilé. C'est du gaz qui est ventilé. Parce qu'on doit évidemment rééquilibrer la pression interne. Integrity splashdown, sending close landing Voilà. command now. Splashdown confirmed. Copy splashdown. Waiting on Confirmé. GLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. From the pages of Jules Verne to 7 heures du Pacifique. a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Vous avez l'air d'un enfant, Integrity's Charles. astronaut. Mais c'est extraordinaire. C'est heureux. C'est extraordinaire, tout ça. Oui, puis c'est des images qui sont magnifiques quand même. Oui, oui. Il y a Au point de quelque vue chose pictural, il y a de la beauté. Là. C'est très photogénique Oui, comme image. il y a de la beauté. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Bien, ce qui va se passer, c'est que les plongeurs vont s'approcher dans des canaux pneumatiques de la capsule. On a parlé des gaz tout à l'heure qui peuvent être nocifs. On a vu que la capsule est rentrée un peu de côté. Elle a tangué en revenant. Elle n'était pas parfaitement horizontale. Et ça, c'est pour permettre justement au gaz de s'échapper dans l'atmosphère. Alors, elle est dans l'eau un petit peu de côté, mais les ballons vont se gonfler automatiquement. Là, les plongeurs vont approcher. Ils vont attendre que le centre de contrôle leur dise qu'ils peuvent vraiment toucher la capsule et ouvrir la porte. Ça va prendre quelques minutes au maximum. Et puis là, ils vont d'abord faire un examen médical très sommaire de chacun des astronautes, en commençant par Jeremy Hansen, qui est tout près de la porte, qui est contre la porte quand elle va être ouverte. Ensuite, ça va être Christina Cook. Et ensuite, Victor Glover et finalement le commandant de bord. Et si, par hasard, il devait y en avoir un qui n'était vraiment pas bien, c'est celui-là ou celle-là qui va sortir d'abord. Sinon, ils vont sortir dans l'ordre de leur place dans la capsule. Jeremy d'abord, ensuite Christina, et ensuite, bien sûr, Victor et Reed Wiseman, le commandant. Le commandant doit partir en dernier, bien sûr, dans un navire ou dans un avion. Là, on est sur une image du bateau. Oui. C'est ça. Alors, ils vont être transportés par hélicoptère. Ils vont d'abord les soulever, les amener dans un hélicoptère par des câbles et les secouristes à partir des radeaux pneumatiques. Et puis, 2 hélicoptères, chacun ayant 2 astronautes à bord, vont se rendre à ce navire, atterrir sur le navire. Et là, tout de suite, très rapidement, les astronautes seront vus par des équipes médicales, d'abord pour vérifier leur état de santé, mais surtout les examiner pendant qu'ils sont encore sous les effets de la pesanteur. Pourquoi? Bien, parce qu'ils peuvent justement comparer le corps humain quand il sort d'une mission de 10 jours comme ça en apesanteur dans l'espace. Ils ont encore des systèmes dans leur corps qui fonctionnent en fonction de ce qu'ils ont vécu. Ils veulent mesurer ça parce que, évidemment, ça va se transformer assez vite maintenant qu'ils sont dans la gravité terrestre et ils veulent s'assurer qu'ils vont bien, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème physique, Robert, chez les astronautes? Des étourdissements, évidemment. Oui. Lorsqu'on est en apesanteur, lorsqu'ils ont fait leur séjour, on a remarqué les premières images où on les a vus dans l'espace quand ils faisaient des conférences de presse, ils étaient tous légèrement plus joufflus, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est parce que en absence de gravité ou en microgravité, les fluides du corps ne se répartissent pas de la même manière. Pour vous et moi, sur la Terre, les fluides ont tendance à descendre dans nos jambes, et c'est le cœur qui pompe tout ça vers le haut, n'est-ce pas? En apesanteur, le cœur continue à pomper, mais là, il en amène davantage, et c'est ce qui donne la teinte un peu rosée des visages, et on a l'impression qu'ils sont un peu joufflus. Qui ont pris du poids. Qu'ils ont pris du poids. Oui. Dans les premiers jours de la mission, ils vont évacuer davantage de fluide en urinant, en transpirant, et donc on le voyait dans les dernières images qu'ils avaient repris un peu leur couleur naturelle. Leur couleur naturelle. Oui. Mais là, maintenant, en arrivant sur Terre, la gravité va ramener les fluides vers le bas et il risque d'y en avoir un peu moins au niveau du cerveau, donc des étourdissements, des nausées, des choses comme ça. Dans les combinaisons, sous la combinaison, il y a un vêtement de contention qui presse les jambes et le bas du corps pour forcer les fluides à remonter vers le haut parce qu'ils en ont perdu un peu dans l'espace. Et donc, on veut s'assurer qu'ils ne vont pas s'évanouir. Oui, on l'a appris grâce au travail de nos collègues de la presse. Une partie de la combinaison, ce qui porte sur le corps directement, ça a été en partie créé à Montréal. On l'a su. Ça, c'est intéressant quand même. On parlait des possibilités, des avancements technologiques, scientifiques et des gens qui travaillent de partout à une mission sur la planète. C'est un exemple très, très intéressant. Donc, ça prend une forme exemplaire.
exemplaires là, pour passer 10 jours dans l'espace. Absolument. Ce sont des athlètes, Ce sont des athlètes, oui, d'ailleurs, je sais très pas dur, si je devrais raconter ça à la télé, mais après s'être entraîné, Victor Glover aurait enlevé son chandail, oubliant qu'il était filmé. Puis là, l'Internet l'Internet a explosé. Ils sont très, très enfants parce qu'ils savent qu'ils vont perdre beaucoup de masse musculaire durant leur voyage. C'est vrai pour les missions prolongées comme celle de Christina Cook de 328 jours. Oui. Donc, il faut partir au sommet de sa forme. Tout à fait. Clairement. Charles, qu'est-ce qu'on voit? On voit les ballons à la surface qui ont été gonflés automatiquement, justement, pour s'assurer que la capsule reste dans la position verticale. Et, qu'elle ne soit pas immergée aussi. Pardon? Qu'elle ne soit pas immergée. Qu'elle ne soit pas immergée, mais c'est surtout que si elle était tombée le nez en bas, avec ces ballons-là, c'est les lois de la physique, en les gonflant, elle se serait redressée et mise dans la bonne position. C'est merveilleux. Et là, elle était un peu de côté. Là, on voit qu'elle est parfaitement horizontale. Et on voit des petits flashs lumineux. Je pense qu'il y a peut-être... Il y a des balises pour c'est ça. Et là, présentement, les astronautes sont en train de littéralement fermer la boîte. Oui, qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils attendent? Éteignent tous les circuits. Ils en ont pour une dizaine de minutes encore à fermer tous les interrupteurs, bien sécuriser le vaisseau. Et lorsque les navettes vont arriver au voisinage, là, on va procéder à l'extraction. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, il y a eu un incident à l'amérissage. C'était le deuxième avec Virgil Grissom, qui avait des cabines Mercury. À l'amérissage, il a fait exploser les boulons de l'écoutille. Et là, l'eau s'est infiltrée dans le vaisseau et la capsule a coulé. On ne l'a jamais récupérée. Puis lui, il a failli se noyer. Et lui avait failli se noyer. Dans son scaphandre. Oui, tout à fait. Donc, c'est risqué jusqu'à la fin. Oui, Charles. Oui, je dois dire à sa décharge qu'il a toujours nié avoir appuyé sur le bouton. Oui, exactement, oui, tout à fait. C'était pas sa faute. Jusqu'à la fin, il a toujours nié. Je n'ai pas fait ça, ça s'est fait automatiquement. On n'a pas la réponse. On n'a pas la preuve. Il est possible que cela se soit produit automatiquement, mais ça a inquiété la NASA parce qu'ils se sont dit, si ça se produit automatiquement, ça pourrait se produire automatiquement n'importe où. Alors, c'est sûr qu'ils ont vérifié ce système-là, ils l'ont probablement solidifié, amélioré, mais effectivement, c'est le seul moment où ça s'est produit. Et le danger, quand tu ouvres la porte, évidemment, c'est que l'eau rentre et que la capsule coule avec les astronautes dedans. Alors, il faut faire très, très attention. Mais ça va être délicat aussi, comme opération. Si les vagues sont très élevées, c'est là que le problème se pose. C'est pas le cas. Mais non, météo parfaite. C'est merveilleux. C'est ce que Marie-Michel disait, d'ailleurs. Il y a des contraintes de maximum pour les vagues, n'est-ce pas? On est dans les normes. Exact. F. Christian nous avait tout vérifié ça au 15-18. C'est merveilleux. C'est un travail d'équipe, cette émission spéciale, certainement. Alors, on va les amener éventuellement à une clinique pour mieux les examiner. Oui. Combien de temps, là? On est sur un rapport de combien de temps entre l'arrivée des astronautes à cette clinique et la récupération de la capsule qu'on va mettre dans le bateau aussi? Alors, ça va se faire rapidement pour les astronautes. Ils vont être transportés par hélicoptère vers San Diego. Et de là, ils vont prendre un avion qui va les conduire à Houston, où les attendent leurs familles, d'ailleurs. Et c'est là qu'ils vont passer tous les examens médicaux, et d'où la nécessité de les examiner à chaud, si je puis dire, dès maintenant. La capsule, ça va prendre jusqu'à environ 2 heures pour qu'elle soit remorquée vers le navire qui se rapproche, évidemment, du lieu de l'amérissage. Et la capsule sera mise à bord du navire. En fait, elle rentre dans la cale du navire qui est à moitié immergée. Et c'est comme ça qu'ils la mettent sur une plateforme et qui peuvent la ramener la rapporter sur On a des questions des gens qui nous regardent. Vous savez qu'il y a des gens, je le disais plus tôt dans l'émission, qui font des soirées aussi, des soupers qui réunissent les amis. C'est assez formidable. Plus tard dans l'émission, d'ailleurs, on va se rendre à Los Angeles ou dans la région de Los Angeles pour voir une soirée au Columbia Space Center. Ils ont ouvert la soirée à des gens qui ont eu des billets. Tristan Champagne-Lessard, vous avez des questions, on le joint à l'instant. C'est lui qui relaie les questions du public. Rebonsoir. Rebonsoir. Tristan. Alors, il y a des questions qui concernent spécifiquement ce qui est en train de se passer. On vous écoute. Oui, tout à fait. Une vague déferlante. Là. Il y a eu plus de 500 questions là, dans les dernières 30 minutes, la dernière heure. Place à la jeunesse pour commencer, parce qu'on a beaucoup de questions de jeunes téléspectateurs, des Alexis, des Constance. J'ai une question de Charles, un auditeur de 9 ans. Comment le corps des astronautes a résisté à une aussi grande vitesse?
C'est une excellente question. Qui veut répondre? Ça fait partie de leur entraînement, évidemment. C'est une longue formation pour devenir astronaute. Il y a des tests médicaux et il y a des entraînements. On reproduit des effets de gravité extrême dans des machines. Et on peut les amener jusqu'à l'équivalent d'à peu près 8 à 9 fois la gravité terrestre. Énorme, quand même. Là, présentement, ce qu'ils ont subi, eux, c'est environ 4 fois l'équivalent de la gravité. Donc, essentiellement, si vous êtes assis sur votre siège et que vous essayez de lever votre bras, il est 4 fois plus lourd. Donc, musculairement, il faut forcer davantage. Donc, ils sont entraînés à résister à ça. Et ils ont, comme je le mentionnais, ces combinaisons qui aident à maintenir la circulation du sang, des fluides, pour éviter qu'ils subissent des malaises. Oui, Marie-Michel, vous l'ajoutez? Oui, pour le jeune Charles, j'ai appris quelque chose récemment aussi. Les astronautes vont porter des lunettes extrêmement légères. On parle de 19-20 grammes la paire de lunettes. Et une des raisons, c'est parce que la rentrée dans l'atmosphère fait que leur lunette va aussi peser 4 fois plus. Ben oui. Donc, une paire de lunettes qui pèse 100 grammes va peser un demi-kilo dans notre visage à l'atterrissage. Mais une paire de lunettes qui pèse 20 grammes va peser 80 grammes. Donc, tout est réfléchi. Tout ça est réfléchi. Ouais. Donc, les petites lunettes de Christina Cook, tout petites, là, ça sert aussi à ça. C'est pas anodin. Non. C'est pas un look. Oui. C'est pas une affaire d'esthétisme. Tristan, il y a d'autres questions? Oui, d'autres questions. Beaucoup de questions sur le parachute, là, les 3 parachutes qu'on a vus, là, qui ont permis à la capsule d'atterrir. Que vont-ils faire avec les parachutes? Vont-ils les récupérer? Question de Sonia Harrison. Oui, ils vont les récupérer. Parfois, ils ne les trouvent pas. Mais dans ce cas-ci, je pense que ça devrait être assez facile et ils vont les récupérer, bien sûr. Récupérer dans le sens de les... Est-ce que c'est réutilisable? Non, on est à une époque non. où on essaie de réutiliser les choses? Non, mais pour les examiner. Dans le cas des parachutes, on Non. ne réutilisera pas de parachute. Ce sont des conditions extrêmes. On voit à l'écran présentement qu'il y a une navette qui vient d'approcher de la capsule. Oh, ça brasse pour la capsule. En principe, selon l'horaire qui est établi, les astronautes devraient sortir de la capsule vers 9h05, 9h06. Alors, c'est encore quand même dans un bon laps de temps, là, 40 minutes, 45 minutes. Tristan, il y a une autre question de la part des gens qui nous regardent ce soir. Oui, il y a encore place à la jeunesse. Léa, 8 ans, est-ce que les astronautes sont étourdis lorsqu'ils reviennent sur Terre? Oui, on parlait de problèmes d'équilibre, d'étourdissement. Alors, ils le sont forcément. Là. Ils ne sont pas dans une forme splendide. Tout à fait. Évidemment, c'est un séjour de 10 jours dans l'espace. Des astronautes qui ont des séjours prolongés comme... Prenons David Saint-Jacques, qui a passé plus de 6 mois. On va lui parler un peu plus tard. Il y a même des défaillances physiques. Il a de la difficulté à marcher. Sa masse musculaire a diminué. C'est prolongé dans le temps, les effets secondaires. Alors, dans ce cas-ci, je dirais que c'est gérable, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir des étourdissements. Ils peuvent avoir un peu de nausée. Il faut imaginer qu'en apesanteur, tous les organes de notre corps se replacent de manière différente. Et là, soudainement, avec la gravité, ils reprennent la place qu'on leur connaît, n'est-ce pas? On a tous vécu ça dans des manèges, n'est-ce pas? Les fameuses montagnes russes. On monte très haut et là, la première descente, n'est-ce pas? On a l'impression que tout remonte. Bien, c'est ce qu'ils ont vécu pendant 10 jours. Il faut y aller. Moi, je n'aime pas particulièrement ça, évidemment. D'où l'importance de l'entraînement extraordinairement important, bien sûr, qu'ils vont subir.